Les 10 stades ce soir grâce aux équipes déployées par Canal ce soir sur les pelouses de Ligue 1 en multiplex, en intégralité. La 38e et dernière journée, les derniers mystères de la Ligue 1 ce soir sont levés. Direction Bordeaux, Bordeaux-Marseille, Denis Balbir, Franck Sauzet. Le stade Jacques Chaban-Delmas à guichet fermé pour Bordeaux-Marseille. Ulrich Ramé, Franck Jurietti, Marc Planus, tous les joueurs sont là sauf du côté des Girondins. David Gemali blessé, Cyril Roll suspendu du côté des Marseillais. Barthez bien sûr et Meïté sont suspendus. Les Marseillais, alors on l'a dit tout à l'heure Franck, même si on reste avec, c'est vrai, le son d'Éric Poula, le gardien, l'arbitre de ce match. Franck, on l'a dit, le gardien c'est Jérémy Cavanon du côté marseillais. Une équipe aussi avec l'envie des Bordelais de marquer, c'est vrai. Une équipe de Marseille à vocation offensive. Oui, l'équipe de Marseille justement à vocation offensive, on l'a vu. C'est quand même Peggy Luyunula qui va jouer, Marley, Batles, Chirou, Fiorez à droite. Pedretti sera juste derrière. Donc on sent cette équipe de l'OM qui a envie justement d'aller chercher par une victoire une place en UEFA, même si on sait n'est pas un maître de son destin à l'heure actuelle, mais en tout cas des désirs offensifs affichés, c'est indéniable. L'arbitre du match, vous l'avez vu avec les deux capitaines, Éric Poula et puis les deux entraîneurs, Éric Bédouet, puisque Michel Pavon est toujours souffrant, et Philippe Troussier, deux hommes qui se sont longuement entretenus tout à l'heure dans le paddock du stade Jacques Chaban-Delmas, qui ont joué ensemble 2 saisons au stade de Reims dans les années 80. On l'a dit aussi, Franck, mais il faut le rappeler, cette équipe de Bordeaux doit absolument emballer le match. Elle ne doit pas compter sur les autres. Elle doit tout de suite mettre cette équipe de Marseille un petit peu dans sa poche, c'est-à-dire marquer le plus vite possible. Bien sûr, mais je pense que les deux équipes sont animées de ces intentions, Denis. Marseille aussi, dans leur cas, s'ils arrivent à mettre la pression d'entrée de jeu sur l'équipe bordelaise et la faire douter. On sait que le public bordelais est venu ce soir en masse, il faut l'admettre, mais il est aussi versatile, il attend beaucoup de cette équipe. Donc, deux équipes, à mon avis, je pense que ça devrait être un match en fait tactique à ce point de vue-là. Vincent Alix. Ouais, avec Éric Bédouet. Quel a été le discours, les derniers mots dans les vestiaires tout à l'heure, Éric? Je crois qu'il faut rassurer les joueurs parce que c'est un match compliqué. Notre saison va jouer pratiquement sur un match, donc il faut essayer de les rassurer, de garder tous les éléments qu'on a travaillés, qui sont simples, qui sont essayés d'être rigoureux dans le jeu, de bien se positionner, de ne pas se mettre de pression supplémentaire parce que c'est un match qui va être difficile. Le début de match? Le début de match est important, on ne fait pas n'importe quoi, il faut se rassurer, il ne faut pas s'emballer, il faut rester un petit peu bien groupé et puis petit à petit faire monter la pression tout doucement. Deux équipes, Franck, aussi qui sont un petit peu dans le flou, que ce soit dans le présent, dans l'avenir, dans les coulisses, que ce soit à Bordeaux avec Jean-Claude Darcheville ou à Marseille. On ne sait pas trop où ces deux clubs vont aller la saison prochaine. Non, c'est vrai, Denis. C'est pour ça justement que les joueurs doivent vraiment se concentrer sur ce match. C'est un match très intéressant à jouer. D'un côté, on évite la relégation. De l'autre côté, on va chercher une place en UEFA. Donc beaucoup d'intérêt ce soir. Les deux clubs qui n'ont pas gagné depuis 8 matchs, depuis le 12 mars dernier. C'était Bordeaux-Saint-Etienne pour les Bordelais 2-0 et puis Marseille-Lens 2-1 avec un doublé de Steve Marley pour Marseille. Coup d'envoi qui sera donné dans quelques instants par Monsieur Poula. Il fait très chaud aussi, Franck, c'est un paramètre important bien sûr dans un match pareil. C'est étouffant, nous sommes en fin de saison, mais en fait au mois de mai comme ça, c'est une chaleur étouffante. Les organismes risquent de souffrir, surtout en deuxième période. Là ça va aller, les joueurs vont jouer sur leur fraîcheur, mais c'est effectivement à prendre en compte. Laurent Batles qui s'est longuement entretenu avec le président Trio. Oui, Vincent. Ouais, on est sur le banc marseillais avec Philippe Troussier. Qu'est-ce que vous avez demandé à vos joueurs sur ce début de match dont on sait qu'il est très important aussi pour Bordeaux? La clé de notre succès, c'est bien sûr la victoire. Donc être invité par des intentions offensives, parce qu'on se doit de gagner si on veut espérer d'être européen ce soir. Donc on sait en même temps qu'on va jouer une équipe qui bien sûr elle joue sa survie en première division. Donc c'est un match qui va être très disputé, mais nos intentions seront, j'espère, aujourd'hui très récompensées. Ça se voit tout de suite. Merci Philippe. Ah oui, avec un match qui est parti à 100 à l'heure pour les Marseillais et presque une occasion pour Steve Marley d'aller défier Ulrich Ramé, mais il s'est un petit peu emmêlé les pinceaux dans son contrôle et les Bordelais en ont profité. Heureusement pour eux avec Mavouba qui a décalé sur le côté. Le jeune Marange. Meriem qui redonne à Riera et finalement c'est une protection de balle d'Habib Bey qui a été avec Fabien Barthez très certainement l'une des grosses satisfactions marseillaises de la saison. Allez, le premier but de la soirée, il est à Monaco, David Berger.
Oui, à peine 1 minute de jeu, exactement comme au match aller. Et le même homme pour Monaco, c'est Chevanton qui avait été le premier buteur finalement du championnat de France. Chevanton qui avait marqué après 2 minutes de jeu à Geoffroy Guichard et qui là sur la première véritable offensive monégasque. Tout sourire. Chevanton qui permet à Monaco d'ouvrir le score très prématurément. Les supporters monégasques derrière le but de Jérémy Janot sont aux anges. On va revoir cette action avec une très mauvaise relance de Loïc Perrin qui est suppléé aujourd'hui. Zokora qui est suspendu et la bonne tête de Chevanton. 1-0, 100% de réalisme pour les Monégasques dans cette dernière journée du championnat de France. Et un but marqué après 1 minute de jeu. Coup d'œil sur le classement pour constater qu'après cette minute de jeu, Monaco chipe la deuxième place. Non, revient à hauteur des Lillois. Même nombre de points, différence de but favorable. Néanmoins, aux Lillois, toujours deuxième pour l'heure. On retourne à Bordeaux, Denis Franck. Avec un coup franc au bénéfice de Fabrice Fiorez qui a été accroché par Rio Mavuba. Oui, un tacle un petit peu en retard justement de Rio Mavuba. En tout cas, à l'heure actuelle, en ce début de rencontre, on a vu dans un premier temps Marseille essayer de bien engager, d'aller chercher dans l'espace de façon à presser. Mais les Bordelais ont su intelligemment se ressaisir, je dirais, remonter. Et à l'heure actuelle, il y a Meriem qui touche beaucoup de ballons, on le voit bouger, il offre des possibilités à ses partenaires et surtout, il organise le jeu. Taiwo qui cherche Steve Marley, il l'a trouvé. Steve Marley qui fait son retour dans cette équipe marseillaise avec le centre de Marley, repoussé par Capsis. Planus maintenant qui a laissé à ramer une petite mésentente avec son gardien. Attention aux fautes de concentration. Je profite, Denis, de cet arrêt de jeu pour vous montrer les images de Lyon. C'est le seul match qui n'a pas commencé ce soir en Ligue 1 avec des Lyonnais aux coupes de cheveux décidément très surprenantes. On va élargir un peu le plan pour constater que Claudio Cassapa est en bleu, blanc, rouge, le capitaine lyonnais. Les remplaçants bordelais, vous les avez vus avec Bruno Chéroux, un de ses premiers ballons à Bruno Chéroux rattrapé par Lasland. Bruno Chéroux qui essaye d'ouvrir vers Batles. Il y avait Planus, Meriem encore, Meriem, Lasland qui recherche Faubert et Darcheville. Darcheville la frappe, tir croisé qui va aller mourir à côté de Jérémy Gavanon. Mais c'est bien pour Jean-Claude Darcheville un petit peu la tête de turc du public bordelais qui se met en confiance bien par sûr, ce tir, même s'il n'est pas cadré. Un superbe ballon de Kamel Meriem, un ballon avec de l'effet. La course justement de l'attaquant bordelais était très bonne, je veux dire, sur le côté droit. Son tir est un peu écrasé et trop croisé. Mais c'est exactement le type d'action qui peut mettre en difficulté la défense marseillaise. Et Franck, un joueur comme Kamel Meriem qui a été au diapason de ses coéquipiers, c'est-à-dire assez mauvais quand même parce que cette équipe de Bordeaux est mal classée, on l'a vu. C'est le genre de match, Franck, où un joueur comme Meriem, avec toute sa technique, avec tout son potentiel, doit se montrer. Il l'avait fait contre Monaco. Il est en train de le faire. Ça montre aussi à ses coéquipiers l'exemple qu'il faut suivre. Bien sûr, Denis. Mais en tout cas, il est en train de réaliser un bon début de match. Kamel Meriem, il joue juste dans ses passes. Concernant vos premiers propos, c'est vrai que c'est toujours difficile lorsqu'on fait partie d'un collectif et qui a du mal à s'imposer de sortir la tête du lot en étant justement un joueur capable de faire la différence, en étant un individualiste. Donc on le sent revanchard, je dirais, sur ce début de rencontre. Meriem, là il s'est fait contrer par Taiwo. Bruno Chéroux jusqu'à Batles. Batles en retrait avec Frédéric Déhu. On permute en ce moment du côté de Marseille, Denis, entre Batles et puis Pedretti. À tour de rôle, il y a un joueur qui vient chercher le ballon et l'autre l'appelle en profondeur. Et Marley avec Capsis, la touche pour l'Olympique de Marseille. Deuxième but de la soirée, il est sur la pelouse d'Istres, Xavier Giraudon. La surprise, elle est du côté istréen avec Rafik Saifi, embrassé par ses partenaires. L'entame était canaise, on vous avait dit en début de retransmission que ce serait peut-être le match le plus difficile des 4 pour les Normands. Il n'est pas hors jeu, Rafik Saifi. Il dribble planté et bien marqué 1-0, énorme surprise et avantage pour les Istréens. Eux qu'on disait en vacances, c'est bien la réponse, elle est sur le terrain. C'est Rafik Saifi qui marque 1-0 pour Istres ici face à Caen. Et qu'il est important, Xavier, ce but, parce qu'il propulse pour l'instant les Canets en Ligue 2. Coup d'œil sur le bas du classement, alors que les images de Nantes s'affichent sous vos yeux. Coup d'œil sur le bas du classement. Bastia pour l'heure est sauvé. Caen est en position de relégable avec Nantes. Cyril Linette. Nantes où le score est toujours de 0-0. Il est noté que on file rapidement à Ajaccio, Cyril, pardon. Ouais, avec l'ouverture du score après 6 minutes de jeu dans cette première période en faveur des Sochaliens sur le premier contre et la première mésentente défensive des joueurs de Roland Courbis. C'est bien c'est Sochaux qui ouvre le score par l'intermédiaire de Kader et Sochaux qui mène ici sur le score de 1-0.
Merci Philippe, on retourne immédiatement à Nantes en regardant à nouveau le classement de Ligue 1. 3 buts déjà marqués dans les 5 premières minutes, c'est parti sur des bases très élevées avec pour l'instant 2 clubs en position de relégable qui sont Caen et Nantes. L'information que je voulais vous donner, Stéphane, alors que le score est de 0-0 ici à la Beaujoire, c'est que les Nantais ne se tiendront pas au courant, a priori, des autres résultats jusqu'aux 10 dernières minutes de ce match, histoire bien sûr de se concentrer sur leur performance. Match équilibré pour le moment, des demi-occasions de part et d'autre, beaucoup de tension, beaucoup d'ambiance aussi à la Beaujoire, un public à qui on reproche d'être parfois un peu trop spectateur, d'être un peu trop amoureux du beau jeu. Nantes ne doit pas bien jouer évidemment aujourd'hui, mais doit gagner ce match. Ballon pour Signorino, Signorino qui relance et intervention de Seto pour les Nantais. Nantes qui domine quand même territorialement ce début de rencontre. Savino qui joue milieu de terrain, petit pont ici sur Aubragnac qui se bat et qui va récupérer le ballon pour les Messins, mais coup franc sifflé par Pascal Villéo à l'avantage des Nantais. Un coup franc que va jouer l'Ivoirien Gilles Yapi. On sait que Nantes ne marque pas beaucoup ce match, mais aux prises 2 des plus mauvaises attaques de la Ligue 1. 33 et 32 buts respectivement, c'est très peu en 37 journées. Yapi au coup franc. Et a priori une intervention tranquille de Grégory Vimbé pour les Messins. Et Vimbé qui relance. Directement vers Sébastien Renoir. Intervention de Lomo pour Nantes. Yapi. On va peut-être demander à Dominique Armand qui suit ce match depuis le bord du terrain ses impressions de banc de touche. Pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que les Nantais ont pris le match par le bon bout. C'est notamment sensible dans le domaine défensif, dans le domaine de la récupération du ballon, où ils jouent très haut et ils récupèrent très vite le ballon. Ils sont très agressifs. Ensuite, dans l'utilisation, c'est leur style habituel, un redoublement de passes. Et pour l'instant, on est plutôt satisfait sur le banc, même si évidemment les visages restent extrêmement tendus. Pour le moment, il n'y a pas eu d'occasion nette néanmoins, mais c'est vrai que le banc avec Serge le disait, avec Giorgio, est pour le moment assez calme. Ballon en retrait vers Mauro Seto. Yapi. Alors Nantes qui est privé de joueurs importants pour ce match. Dimitrijevic, le jeune serbo-monténégrin qui a été exclu à Sochaux. Jérémy Toulalan, bien sûr, sans doute le meilleur joueur de la saison nantaise. Olivier Quin qu'on a entendu tout à l'heure dans notre tour des stades et qui est gravement blessé. Ça fait beaucoup d'absents, surtout dans le domaine offensif, surtout dans le domaine du milieu du terrain et de l'organisation. Manque également le Roumain Kecheru, capable de marquer des buts. L'ambiance à la Beaujoire, vous le voyez, elle est là, elle est présente. Le public s'efforce de se faire entendre en espérant bien sûr que ça suffira. Ballon pour les Messins avec un dégagement de Grégory Vimbé. Et on rappelle, Cyril, que si Nantes marque au moment où l'on se parle, Nantes revient dans une position de maintenu en Ligue 1. A priori, les Nantais, Stéphane, ne le savent pas. S'ils sont conformes à ce qu'ils ont décidé, ils ne vont pas prévenir leurs joueurs. Le banc de touche lui-même a décidé d'être étanche, d'être opaque par rapport aux résultats de la soirée, en attendant donc vraiment les dernières minutes de ce championnat. C'est un groupe totalement traumatisé qui en début de semaine expliquait qu'ils se sentaient tous beaucoup plus proches de la Ligue 2 que de la Ligue 1. Et puis on a senti au fur et à mesure que les jours passaient que la perspective du match les amenait un petit peu à se reconcentrer sur leur football et à jouer leur dernière carte à fond. L'objectif pour Nantes avant tout, c'est de gagner ce match, quels que soient les autres résultats, pour au minimum, bien sûr, on va pas dire ne pas avoir de regrets, parce que des regrets il y en aura toujours à l'issue de cette saison, mais au minimum avoir le sentiment d'avoir fait son boulot jusqu'au bout. Le pire des scénarios sans doute pour Nantes serait d'être relégué en n'ayant pas gagné ce match. Merci Cyril, ce sont les anciens grands rivaux des Nantais, les Stéphanois qui viennent de marquer, David Berger. Eh oui, l'égalisation stéphanoise après 9 minutes de jeu. Ils avaient complètement raté leur entrée en matière, les Stéphanois, un petit peu paralysés, peut-être par l'enjeu, en tout cas très mou. Et les Monégasques en avaient profité. Mais là, c'est Julien Sablé, le capitaine, qui dédie encore ce but, bien sûr, à sa maman qui avait disparu il y a quelques années. On va revoir ce centre de Pascal Fainduno pour le 5e but cette saison de Julien Sablé au 2e poteau, libre de tout marquage. L'égalisation, le match est relancé un partout entre Monaco et Saint-Etienne. Merci David, on file à Bordeaux, Denis Balbir, Franck Sauzet. Et toujours 0-0 bien sûr ici au stade Jacques Chaban-Delmas, mais une équipe de Marseille, Franck, qui met un petit peu le pied sur le ballon, c'est-à-dire qu'il fait bien circuler la balle et on sent l'envie du côté des Marseillais de bien faire, de porter le danger vers la défense girondine qui est loin d'être très sûre. On a vu Cap6 quelquefois en difficulté. Oui Denis, c'est vrai. On sent effectivement dans cette équipe marseillaise, on veut garder le ballon et essayer de trouver les attaquants dans des bonnes conditions. Bon, le petit reproche qu'on pourrait leur faire, c'est qu'il y a pas mal de latéralité à l'heure actuelle dans, je dirais, leur passe. Mais on les sent justement ouverts, sereins. Ils sont en train de déployer leur jeu.
avec Meriem qui essaie de lancer d'Archeville, mais il y a Taiwo, le rock défensif marseillais avec les remplaçants de l'Olympique de Marseille. On aperçoit Bamogo, Coquet bien sûr, et puis Pégard Fuxad, Laurent Spinozzi, l'entraîneur des gardiens entre autres, qui était sur le banc, et Jean-Claude Darcheville qui attend lui les bons ballons. On l'a vu tout à l'heure frapper assez largement à côté de la cage de Gavanon, c'est vrai, mais il attend pourquoi pas le déclic. Il avait marqué un but extraordinaire contre Saint-Etienne lors de la dernière victoire bordelaise ici. Meriem qui redonne à Mavouba, le seul joueur de champ qui a joué tous les matchs. Riera, feinte de centre, le voilà, le petit centre dosé pour l'Aslan, la tête qui ne lobe pas Jérémy Gavanon. C'était une tête placée, puis un drapeau surtout qui était levé pour sanctionner une position de hors-jeu. Oui, sur ce centre, on voit très nettement que Lilian Lastan est hors jeu. Maintenant, concernant Bordeaux, Denis, on les sent aussi très concentrés dans le domaine défensif. Le bloc collectif fonctionne bien. On ne veut pas surtout se découvrir et prendre un contre. Et c'est eux-mêmes, les Bordelais, à l'heure actuelle, qui jouent finalement un petit peu en contre. Merci Denis et Franck. On file au parc PSG Rennes. Pour l'instant, Rennes est accroché à sa 4e place. Eric Bénard et Michel Hidalgo. 10 minutes de jeu, 0-0 et ça suffit pour l'instant pour le Stade Rennais. Pas vraiment d'occasion dans ce match, hein, Michel. Match qui s'équilibre de part et d'autre au milieu de terrain. Il est équilibré depuis la première minute, hein. Mais on voit les deux équipes qui ont de bonnes intentions et c'est vrai qu'il y a un désir de vaincre, de gagner ce match des deux côtés. Coup franc pour le Stade Rennais qui évolue dans ses couleurs habituelles à l'extérieur. Coup franc tiré par Wadou qui va rechercher Olivier Monterrubio et la balle de contre. Non, pas pour longtemps. Les Rennais de nouveau avec Sorlin. C'est la même équipe que la semaine dernière contre Strasbourg, c'est-à-dire que Sorlin a été préféré à Perrier-Doumbé, arrière droit. Eric, un autre but marqué sur la pelouse d'Ajaccio. Philippe Genin. Et après 13 minutes de jeu, c'est l'égalisation pour l'AC Ajaccio, la formation de Roland Courbis, grâce à cet homme que vous avez vu furtivement, le Brésilien Lucas, le meilleur réalisateur du championnat de France désormais, avec 8 buts inscrits de la tête. Meilleur réalisateur de la tête, bien sûr, et surtout le bonheur de la CA, parce que pour l'heure, ça fait un but partout. Et on va jeter un œil sur le bas de tableau, le classement de ce bas de tableau en retournant au Parc des Princes pour Paris Saint-Germain, Rennes. Coup d'œil pour constater que Caen et Nantes sont en position de relégable. Bastia n'est sauvé que par sa différence de but et Ajaccio a un tout petit peu de marge. Et au parc, toujours 0-0 donc entre le Paris Saint-Germain et Rennes. J'étais en train de vous dire que côté Rennais, c'était la même équipe que la semaine dernière, avec Sorlin arrière droit à la place de Perrier-Doumbé. Et côté parisien, il y a quand même quelques absences, puisque devant les Tizi qu'on vient d'apercevoir, Yepes est absent, Pierre Fanfan est blessé, Yepes est avec la sélection colombienne, et c'est donc Badiane et Tsana qui jouent en défense centrale. Fournier avait l'habitude de les associer ensemble en réserve, mais c'est un petit peu inédit quand même à ce niveau-là. Coup franc pour le Stade Rennais pour cette faute de Jérôme Roten sur Olivier Sorlin. Alors Sorlin qui a signé à Monaco, et Maoulida va faire de même lundi après-midi. Et le président QF nous disait que Rennes allait faire un effort financier pour combler ses départs côté droit. Alors attention, dangereux, là. Occasion là, Michel, peut-être. Oui. Là, depuis le départ, d'ailleurs, on voit une équipe parisienne très compacte en défense. Seul Paoletta joue en pointe. Coup franc tiré par Olivier Monterrubio. Et ce ballon qui passe juste au-dessus de la transversale, la tête d'Étienne Didot, qui avait marqué son premier but la semaine dernière en Ligue 1 contre Strasbourg. Ça a dû être dévié. Elle a été touchée, cette balle. Ça donne donc un... On va peut-être mieux le voir là, ici. Oui, ça fait billard. Allez, corner à suivre pour le Stade Rennais. Olivier Monterrubio toujours pour le tirer. La deuxième occasion de suite pour les Rennais. Monterrubio du gauche et la bonne sortie, la belle prise de balle de Lionel Letizia. Merci Eric et Michel. On file à Auxerre Lille. Philippe Doucet le suit ce match avec Olivier Rouillet. Et c'est un match extrêmement vivant entre les deux équipes, un petit peu comme on s'y attendait, très ouvert. Les Lillois ont eu tout à l'heure par Odemwingie une superbe occasion. Et puis il y a eu cette réplique à l'instant de Benjani de la tête, un très bel arrêt de Silva. Olivier, c'est un match très agréable. Exactement Philippe, c'est très agréable parce que les deux équipes se livrent à fond, jouent vers l'avant. Il y a quelques erreurs techniques, notamment de la part de Grichting du côté d'Auxerre. Mais en tout cas, ce sont deux équipes qui ont envie de finir le championnat en toute beauté. Avec Radek qui dégage au loin ce ballon qui va tomber sur la tête de Tavlaridis. Un duel avec Dumont, le capitaine nordiste, qui laisse échapper un ballon que Benjani convoite.
Et Vitakic qui préfère passer par Tony Silva, son gardien. Et Angbois à la relance, qu'on a vu beaucoup en attaque, alors que Bodmer, lui, on le voit assez replié pour l'instant à l'origine des actions lilloises, comme ici avec Makoun. Et on repasse par derrière, c'est le moment le plus calme de ce début de match, je vous rassure. Oui. Car depuis le début, c'était très vivant. Il y a déjà eu 4 occasions très nettes dans ce premier quart d'heure. Voyons, ces Lillois vont, avec Mathieu Debuchy, retrouver le goût de l'attaque. Un quart d'heure de jeu sur les pelouses de Ligue 1. Philippe Doucet, on constate que 5 buts ont été marqués dans 3 matchs seulement. Un partout entre Ajaccio et Sochaux, un partout entre Monaco et Saint-Etienne. Et victoire pour l'instant d'Istres sur Caen, 1-0. Et du côté de Auxerre, toujours 0-0. Et voilà le 6e but, Philippe, il est à Bordeaux, importantissime de Balbir. Avec l'ouverture du score pour les Girondins de Bordeaux. Et c'est le meilleur buteur en activité du championnat, Lilian Lasland, qui frappe de la tête un centre de Riera au geste technique magnifique et précis. Lasland qui ouvre le score pour les Bordelais, 1-0. C'est le but de la délivrance face à une équipe de Marseille apathique sur ce coup-là. On va revoir avec François-Charles Bidot le ralenti. Franck, quelle action girondine. Surtout, belle ouverture de Rio Mavuba. Et là, regardez le travail, regardez l'artiste. Passement de jambes, on embarque sur la droite, on revient sur la gauche. Et ce centre du pied gauche qui est littéralement déposé sur la tête de l'avant-centre. Vous l'avez dit, le meilleur buteur en activité, Lilian Lasland. Il se couche, tête décroisée avec un rebond. C'est magnifique dans la conception. Regardez ces images. Riera, ce superbe centre plat du pied, il ouvre le pied. Et c'est littéralement un cadeau. Il dépose le ballon sur la tête de Lilian Lasland. Superbe tête décroisée, bien vu. Bien vu, 118e but en Ligue 1 pour Lasland. Et on a vu la collade avec Eric Bédoué et Dominique Dropsy. Car il faut dire que ce club... On va à Auxerre, Philippe Doucet pour Auxerre-Lille. Et pour un but refusé, je vois que vous êtes très vigilant, Stéphane, vous allez venir très très vite, et c'est tout à fait logiquement que Gilles Vestiaire a refusé ce but pour un hors-jeu lillois de Odemwingie qui avait pris le dessus sur Fabien Cole. Donc toujours 0-0 entre Auxerre et Lille. On reste un peu avec vous, Philippe, parce que le but des Bordelais offre une nouvelle possibilité aux Auxerrois. Absolument, ça rapproche un tout petit peu les Auxerrois de cette Coupe de l'UEFA. Même si, encore une fois, bon, c'est conditionné par les résultats de plusieurs adversaires. Mais les Auxerrois doivent gagner, en tout cas, cette rencontre s'ils veulent espérer s'offrir une semaine en avance, en quelque sorte, cette place en Coupe de l'UEFA. Ils auront encore une chance, rappelons-le, avec la finale de la Coupe la semaine prochaine. Mais ce sera un peu compliqué, la finale de la Coupe, parce qu'il y aura pas mal d'absents côté Auxerrois, notamment Bonaventure Kalou. Mais bon, il y a des négociations en cours et il se murmure que Benjani pourrait être là finalement, que Grichting serait probablement là, que Tainio sera à coup sûr là. Enfin bref, petit à petit, Giroud est en train de reformer une équipe. Akale sera là. Akale aura une dérogation de la Côte d'Ivoire. Enfin bref, l'Auxerre sera finalement bien au rendez-vous de cette finale, comme on ne pouvait pas en douter du reste face à Sedan la semaine prochaine. Pour revenir à ce match, eh bien, donc on a déjà eu 2 occasions de chaque côté, Olivier. C'est un match, encore une fois, très ouvert. Oui, très ouvert. On peut noter quand même que du côté de Lille, Odemwingie qui joue à la place de Moussilou a eu une superbe occasion, vous l'avez dit tout à l'heure, un but refusé, mais il est quand même très dynamique sur tout le front de l'attaque. C'est lui qui cherche les ballons distribués par Bonnemer. Et aussi du côté de Lille, on a tendance à jouer sur le côté droit avec Debuchy. Avec Makoun qui a un ballon de relance, pas beaucoup d'appui, si ce n'est Odemwingie, l'attaquant central, donc titularisé à la place de Moussilou et qui a bien failli servir un Bonnemer qui avait suivi l'action. Au contraire, c'est Violo, Mathis qui s'essaye à la relance, mais Dernis est intervenu. Makoun par-dessus avec Amboi qui monte bien souvent, suivi par Akale. Dernis dans la surface de réparation qui essaye de pénétrer, il est repoussé par Grichting, le Suisse, et on essaie de relancer vite, trop vite du côté de Mathis, ballon perdu. Merci Philippe et Olivier, on file maintenant à Nantes, c'est pour l'instant la grosse info du soir. Nantes qui n'a toujours pas marqué, Nantes qui est toujours en position de relégable, Cyril Linette. 0-0 entre Nantes et Metz. C'est un corner pour les Messins qui se sont créés il y a quelques minutes. La plus nette occasion de ces 20 premières minutes est de loin sur un contre rondement mené, une frappe de Renoir. On va suivre ce corner. On sait que les Messins sont habiles. C'est la meilleure équipe du championnat, l'une des 2 meilleures équipes du championnat dans cet exercice. Très bonne équipe également de la tête. On va revoir d'ailleurs l'occasion ici
des Messins. C'était il y a quelques minutes avec Renoir qui va jaillir. Les Messins qui jouent en 4-5-1. On revient sur le corner, on revient sur le direct. On vous remontrera à l'occasion juste derrière. Attention, ce ballon repoussé difficilement par la défense nantaise. Et finalement, cette prise de balle de Mickaël Landreau qui va relancer immédiatement vers Gilles Yapi. Écoutez la Beaujoire qui rugit. Peut-être une occasion pour les Nantais. Yapi avec Darocha. Diallo et Bagayoko, c'est le duo malien dans la surface de réparation côté nantais. La remise de Bagayoko vers Diallo et un nouveau corner, cette fois en faveur des Nantais. Non, estime Pascal Villéo, qui va donner sortie de but au Messin. Il semble que ce ballon ait été retouché par Diallo. On va revoir l'occasion précédente, me dit-on. But à Bordeaux. Denis Balbir, Marseille revient dans le coup. L'égalisation marseillaise par l'intermédiaire de Peggy Louindoula. Peggy Louindoula qui a profité d'une erreur défensive bordelaise et puis d'un bon service de Fabrice Fiorez. On va retrouver tout ça avec le président Trio, bien sûr, abattu. Peggy Louindoula qui a marqué ce but. Regardez cette touche de Taïwo, Franck, et puis le bon travail de Fiorez. Exactement, le bon travail de Fiorez qui fait opposition. Il met son corps en opposition avec le défenseur. Bonne prise de balle également de Peggy Louindoula et cette frappe du coup du pied croisé et qui bat le gardien bordelais. Ah oui, une faute un petit peu de Capsis sur Fiorez, une faute d'inattention de Capsis, le grec qui permet à Louindoula d'égaliser. Bordeaux et Marseille qui sont donc à égalité à un but partout après 22 minutes et 18 secondes de jeu. Un but partout entre Bordeaux et Marseille. Tout est à refaire encore pour les Bordelais qui ont maintenant la touche avec Planus, servi par Jurietti. Une équipe de Bordeaux qui doit absolument, on a vu qu'en attaque Jean-Claude Darcheville avait faim de ballon d'attaque, avait faim de confiance et de but, mais c'est maintenant Marseille qui est à l'attaque avec Bruno Chéroux qui conduit le ballon vers Steve Marley peut-être alors que Louindoula est en position de hors-jeu. Bruno Chéroux qui n'a pas été accroché par Planus, c'est un tacle propre et une relance qu'il était aussi, mais jusqu'à ce que Pedretti écarte le danger, écarte ce ballon vers Steve Marley, peut-être une occasion marseillaise encore avec Marley qui est en position de frappe, peut-être non, c'est trop latéral, et lorsque en plus il voulait passer ce ballon, et bien Bruno Chéroux était blessé. Récupération bordelaise qui n'en a rien à faire que Bruno Chéroux boite pas parce que Jean-Claude Darcheville veut marquer un but encore. Jean-Claude Darcheville qui regarde le positionnement de Meriem, il l'a vu, Kamel Meriem, l'ancien de l'OM, qui va frapper. C'est une petite balle qui était à destination de l'Aslan, mais Pedretti était là à l'interception. Oui, on pensait en fait qu'il allait frapper au but. Eh bien, il a trompé tout son monde. Il voulait adresser un centre à destination de Jean-Claude Darcheville. En tout cas, Marseille a marqué, allez, on va dire, au bon moment, Denis, parce que jusqu'à présent, on ne peut pas dire que l'OM avait été réellement dangereux sur le but bordelais. Et c'est un but qui risque de leur faire quand même beaucoup de bien, et surtout de les remettre un petit peu plus en confiance, parce qu'on ne les sentait pas réellement déterminés, surtout au niveau offensif. Pedretti avec Frédéric Déhu. Frédéric Déhu qui regarde encore le positionnement de ses attaquants. Bruno Chéroux. Denis, un coup d'œil sur le classement, hein, s'agissant de la Coupe de l'UEFA, c'est le statu quo complet. Les 4 clubs concernés font tous pour leur match nul. Avec une touche pour l'Olympique de Marseille, une équipe de Marseille, c'est vrai, qui trottine un petit peu, mais qui s'est présentée une fois face à Ramé. Ça a été suffisant. Louindoula, qui avait déjà marqué lors de la défaite marseillaise au Vélodrome contre Caen, a mis ce ballon au fond des filets. Taïwo, Planus. Marc Planus qui tente une relance propre vers l'Aslan. C'est intercepté encore Déhu. Mais Rio Mavouba est à la retombée. Lui qui jouera le match amical France-Hongrie à Metz. Et Marange n'obtiendra pas la touche. C'est au contraire Ferreira qui va l'obtenir, cette touche, pour cette équipe de Marseille qui, je vous le disais tout à l'heure, n'a plus gagné ici à Bordeaux depuis la saison 77-78. C'était le 1er octobre 77 sur le score de 2-1. Et depuis, 16 victoires de Bordeaux et 3 matchs nuls. Attention, avec la course de Steve Marley, toujours volontaire. C'est un ballon qui est sorti en corner, car il n'était pas sorti avant que Steve Marley le frappe. Et Planus a bien concédé le corner. Liviano l'a signalé tout de suite à Eric Poula. C'est un corner pour l'Olympique de Marseille. Oui, Taïlo qui avait adressé un long ballon à Steve Marley. On pensait que la balle était perdue, mais c'est bien ce qu'il a fait. Bonne course, il s'est battu, centre, et il obtient le corner. C'est ce qu'aime, hein, c'est valeurs de course, c'est valeurs de volonté, c'est ce qu'aime le public marseillais. Les supporters qui sont venus en nombre. Attention à ce corner de Batles avec une combinaison pour Pedretti. La volée, elle est écrasée, mais elle était quand même belle avec Faubert maintenant qui repart en compte. Faubert avec Meriem peut-être qui choisit la gauche finalement avec Riera. Oh, Riera qui rate le contrôle, le rebond lui a été fatal, et fatal également au contre bordelais. Ah, quel dommage, Denis, parce qu'en fait il y avait vraiment un superbe coup à jouer. On voit sur les images de François Charbidot, effectivement le ballon est un petit peu trop long, mais il y avait un 4 contre 3 à jouer côté bordelais.
Bruno Chéroux, Fiorez, Pedretti. Pedretti qui touche beaucoup de ballons, hein. Il sent sa position est devant la défense et il distille le jeu, il fait jouer ses coéquipiers à l'heure actuelle. Encore Benoît Pedretti avec un ballon dans la profondeur. Peggy Luyindula, Ferreira peut-être qui est venu en soutien. Luyindula qui va le rechercher, non, car il est serré par Capsis. Encore Luyindula. Peggy Luyindula qui tergiverse avec Pedretti. Pedretti, Batles, les Bordelais qui jouent un petit peu leur jeu sur Luyindula et sur Marley. Puis maintenant, bien sûr, avec le centre puissant de Taiwo. Fiorez, d'un volet et le but en direct de Fabrice Fiorez sous le maillot de l'Olympique de Marseille. Eric Bédoué est abattu. La volée est tentée, elle est réussie. Elle trompe Ulrich Ramé. Marseille mène à Bordeaux 2-1. Et un autre but très important de Lille est marqué à Auxerre. Philippe Doucet. Et Lille qui mène à Auxerre 1-0 avec une réussite pour les Lillois. Vous voyez, ça enflamme le COP côté Lillois. Une superbe action, Olivier. Oui, Détail. Absolument, entre Ogewinbi et... Pardon, je suis perdu, c'est pas grave. En tout cas, la remise était parfaite. Cole ne peut absolument rien. Ce ballon qui frappe le poteau et qui vient franchir la ligne fatidique. En tout cas, le 1-2 avec Ogewinbi était absolument superbe. Et la frappe qui frôle le poteau. En tout cas, c'est une excellente réponse des Lillois qui quand même avait pris le dessus un petit peu, Philippe, dans cette rencontre. Odemwingie qui vient de marquer son 4e but de la saison. Et c'est pas le moins important. Il permet à Lille de mener 1-0 à Auxerre et, dans les conditions actuelles, d'être le second du championnat, le second de Lyon. Merci Philippe, on retourne à Bordeaux, Denis. Oui, avec ce but de Fiorez, son 2e but de la saison avec Marseille. Il avait marqué contre Nantes au stade de Vélodrome. Fabrice Fiorez, et un but plein de confiance de Fabrice Fiorez. Denis, plein de confiance, la réalisation, la conclusion est magnifique, mais surtout le but de l'Olympique de Marseille est superbe. On a vu la balle partir sur le côté droit, Peggy Luyindula garder la balle, justement la conserver, ne pas la perdre, un relais au milieu avec Pedretti, on écarte sur le côté, le centre de Taiwo et cette reprise là, bien évidemment, du coup du pied avec un rebond un petit peu écrasé, mais la balle est dans la trajectoire du but. Et ça fait 2-1 pour l'Olympique de Marseille. Ça prouve, Franck, rapidement qu'il y a des choses à faire à Marseille, parce qu'on voit Taiwo qui est un des pensionnaires de Roland Gransart de la CFA. Ça prouve qu'il y a des bons jeunes. Il y a Nasri qui est dans le groupe aussi. Ça prouve qu'il y a des choses à faire à Marseille. Il faudrait gagner en stabilité. On l'a vu tout à l'heure avec Philippe Troussier et Pape Diouf côte à côte. On a envie de voir cette équipe de Marseille en haut de tableau. On a envie qu'elle soit solidaire. C'était une image forte tout à l'heure à l'arrivée des joueurs. Philippe Troussier, Pape Diouf côte à côte sur le banc. C'était une image importante, c'est vrai. Et on voit cette équipe de Marseille qui mène à Bordeaux. Ça veut dire qu'elle sait faire des choses, elle sait faire des exploits, elle sait jouer au ballon. Mais Denis, Franck, pardonnez-moi, c'est aussi la consternation maintenant sur le banc bordelais. Et Eric Bédoué, d'ailleurs, depuis le début du match, demande à tout son groupe de participer au jeu. On a le sentiment qu'il sent que son équipe doute un petit peu en ce moment, même si elle est dans la surface de Gavanon. Les Canets qui se relancent, Xavier Giraudon. Et le buteur maison qui fait parler la poudre. Action fabuleuse encore de Cédric Angebar côté droit, et qui est là pour calmer, cadrer, appliquer cette volée, peut-être celle du maintien. C'est bien sûr l'homme aux 13 buts, Sébastien Mazur. Voilà les Canets logiquement récompensés de 20 bonnes minutes. Ils n'avaient pas eu d'occasion, mais ils reviennent logiquement au score, un partout entre Istres et Caen. Et quand il repasse juste au-dessus de la ligne de flottaison, on regarde également le haut du classement, parce que pour l'instant, Marseille est bien 4e du championnat, Denis. Les Marseillais 4e du championnat qui continuent sur leur lancée, parce que cette équipe de Bordeaux est complètement sonnée par ce 2e but encaissé avec Luyindula pour Marley. Il n'y avait pas d'hors-jeu et Ulrich Ramé s'est jeté dans les pieds d'abord de Marley, et en deuxième rideau, j'allais dire, il y avait Fiorez, et Ulrich Ramé a réussi à prendre ce ballon. C'était vraiment un gros coup de chaud dans la défense bordelaise. Merci Denis, on va à Auxerre. Philippe Doucet, Olivier Rouillet. Avec les Auxerrois qui ont réagi dans la foulée du but lillois. On a pourtant craint pour eux un 2e but à un moment. Et puis il y a cette action entre Kalou à Calais et à l'arrivée. La réussite pour Kalou, Bonaventure Kalou, qui réussit une égalisation qui permet à Auxerre de se resituer dans ce match où les Auxerrois paraissaient un petit peu perdus. Et en plus ce but est joli, Olivier. Oui, absolument, c'est vrai qu'on sentait que les Lillois avaient pris le dessus. Physiquement, ils sont maîtres de la situation, les Lillois. Mais là, sur un mauvais renvoi, on voit cette action menée par Akale et Kalou. Ce 1-2 qui va finir. Alors, Akale qui est avec le ballon, qui donne à Kalou. Vous voyez ce 1-2 qui est parfaitement joué. Et à ce moment-là, Tlavaridis dégage mal le ballon, qui retombe dans les pieds de Kalou. Le pied est ouvert et c'est l'égalisation pour Auxerre. Un partout entre Auxerre et Lille. Ça passe plus
Au début, ils arrivaient à passer à centrer. Là, ils n'arrivent même plus. Cyril Linette à Nantes. Nantes où le match a tourné, Stéphane, toujours 0-0 entre Nantes et Metz, mais autant les Nantais avaient bien démarré dans le jeu, autant depuis un quart d'heure ça va de plus en plus mal. La Beaujoire reprend ses encouragements, mais il y a eu quelques sifflets. Ce sont les Messins les plus déterminés, Metz qui joue bien défensivement, organisé en 4-5-1 avec un seul attaquant, mais qui jaillit également assez bien en contre-attaque. Les Messins un peu plus puissants, un jeu assez direct, Dominique, et c'est vrai que depuis le banc on sent quand même que cette rencontre a vu ses données se modifier au fil des minutes. Effectivement, le jeu des Nantais qui s'est étiolé. En début de match, on arrivait à amener le ballon sur les côtés. On avait des positions de centre, même s'il n'y avait pas vraiment d'occasion à la sortie. On n'y arrive plus depuis un petit moment. On a même gâché 2 coups francs tout à l'heure. Et on sent le doute s'installer dans les esprits. Il faut rappeler quand même que les Nantais restent sur des prestations dans le jeu très pauvres, très pauvres ici même face à Lille il y a quelques semaines, et puis une défaite à Sochaux où les Nantais la semaine dernière avaient dominé pendant 60 minutes sans se créer vraiment beaucoup d'occasions. C'est vrai que le jeu nantais n'est pas productif depuis quelques semaines malgré le travail de Serge le disait. Les Messins eux restent sur des bonnes performances avec 11 points pris lors des 6 dernières journées. C'est ce championnat incroyable qui vaut aux Messins de ne pas encore être définitivement sauvé, mais c'est vrai que Metz confirme quand même une impression positive montrée lors de ces dernières semaines. Ballon ici pour Sébastien Renoir avec Contou. Regardez Contou qui va passer en un contre un, c'est ce qu'on voit souvent. Contou vers Secrier, remise vers Renoir, frappe de Renoir. Voilà, c'est le schéma type de ce qu'on voit depuis quelques minutes, même si les occasions ne sont pas nettes. On voit des Messins plus directs, plus déterminés, qui rentrent un peu plus dans le chou, pourrait-on dire, et qui sont tout près de s'approcher du but de Mickaël Landreau. Les Nantais, eux, ça tricote un peu en milieu de terrain, on les voit beaucoup moins à leur avantage. Ballon ici vers Bakayoko, c'est repoussé à nouveau par la défense messine. Match à but à Istres, Xavier Giraudon. Et les efforts canés sont vains pour l'instant, puisqu'après l'égalisation, regardez, c'est Istres qui reprend l'avantage. Un caviar de Rafik Saifi et la volée de l'homme qui a été titularisé dans les toutes dernières minutes, Franck Chaussidière. Match course-poursuite, un match fou, comme souvent avec Caen. Et c'est Istres, une nouvelle fois, qui joue le jeu et qui passe devant 2-1 pour les Provençaux. Merci Xavier, un but qui a pour conséquence au classement pour l'instant de remettre Bastia en Ligue 1. Thomas Guichard, qu'est-ce que les Bastiais font sur la pelouse de Strasbourg? Eh bien pour l'instant 0-0 après 32 minutes de jeu, un début de match difficile pour les Corses, légèrement dominé par Strasbourg, dont on le rappelle la saison est terminée. C'est une partie de plaisir ce soir pour les Strasbourgeois. Les Corses ont eu du mal à rentrer dans cette rencontre, et puis ils ont eu la plus belle occasion après 25 minutes avec une double occasion de Fabrice Jo, repoussé d'abord par Deveau puis par Kassar. On va suivre ce corner avec cette tête d'Adji. Chimbonda avec Song et l'arrêt de Kassar. Vous voyez les Corses qui, on le répète, ne sont pas résignés. Ils veulent absolument l'emporter pour n'avoir aucun regret ce soir à Strasbourg. Mais pour l'instant, toujours 0-0 après 32 minutes de jeu. Merci. Merci Thomas. Un coup d'œil peut-être sur la rencontre Lens-Toulouse. On n'y est pas encore allé. Thierry David. Oui, avec l'ouverture du score à l'instant même, Stéphane, et elle est lensoise cette ouverture. Thierry David. Oui, pour Lens, oui Toulouse. Stéphane, l'ouverture du score pour les Lensois, Stéphane. Avec le but de Daniel Cousin. Cousin. Occasion pour les Lensois et l'ouverture du score pour les Lensois. Elle est signée Daniel Cousin, déjà buteur la semaine passée sur la pelouse de Bastia. Lens qui mène 1-0 face à Toulouse. Et un but qui peut avoir des conséquences pour éventuellement remonter les Lensois au classement. On va derrière retourner à Bordeaux, retrouver Denis Balbir et Franck Sauzet, Bordeaux-Marseille. Et Marseille qui mène toujours sur le score de 2-1 ici au stade Jacques Chaban-Delmas, mais les Bordelais ressortent un petit peu dans le match, reviennent un petit peu dans cette rencontre. Franck, on a vu tout à l'heure Jean-Claude Darcheville, on a vu Lastland, Meriem, mais attention au contre marseillais parce qu'on sent qu'il y a de la qualité chez l'Olympique de Marseille, une qualité offensive indéniable avec Louis Ndoula qui crochette, Louis Ndoula un petit peu serré par Yo Mavouba qui peut repartir avec Meriem. Oui Denis, on s'aperçoit que les Bordelais commencent à trouver les espaces dans la défense marseillaise. En plus les milieux arrivent en appui. Hierra qui a un double contact et un contre favorable, il va s'arracher pour avoir ce ballon, mais Ferreira est le plus rapide. Hierra va aller tacler le ballon dans les pieds de Ferreira. Hierra impérial ce soir qui essaye bien sûr d'emmener ses coéquipiers vers l'égalisation par ses gestes, par la manœuvre qu'il dirige, qu'il essaye de diriger avec Bruno Chirou maintenant. Bruno Chirou qui essaye de passer Marange, Guillaume Avouba qui a pu récupérer, mais Baclé s'est servi, il y a un jeu. Et en tout cas, les Marseillais, Denis, à l'heure actuelle, qui utilisent à merveille, on l'a dit, Benoît Pedretti, mais on voit des garçons comme Chirou également, qui commencent à participer au jeu offensif. Il y a beaucoup de permutations et ça complique la tâche, bien évidemment, des Bordelais.
13 en buts plus, marqués vous ce l'avez soir dit, en Ligue 1, messieurs. Et on va aller récapituler ensemble avec Jean-Jacques Msalem et son équipe. 13 buts marqués, 4-0-0. Strasbourg-Bastia, PSG-Rennes, Lyon-Nice, Nantes-Metz. Et des Marseillais qui essayent d'attaquer, mais Marc Planus est là pour le contrer, redonner à Capsis, le grec, auteur d'une bonne entame de championnat qui petit à petit a plongé avec ses coéquipiers. Une équipe de Bordeaux qui a connu par exemple un mois de janvier terrible, une position de hors-jeu signalée pour Jean-Claude Darcheville et Jérémy Gabanon, et toute la défense marseillaise va pouvoir se dégager malgré les efforts de Jean-Claude Darcheville. Eh bien, pour l'instant, Bordeaux n'arrive pas à trouver l'ouverture pour essayer de revenir dans le match au niveau comptable. C'est vrai qu'il y a de la volonté, c'est vrai qu'il y a de la qualité, mais regardez, les Marseillais vont très très vite avec Marley, avec Louis Ndoula, même si là ils vont bénéficier de la touche, les Bordelais, pour se dégager. Marange avec Riera, Mavouba regarde rapidement le placement de ses coéquipiers et il va servir Jurietti très loin vers Faubert, l'un des jeunes de la classe girondine. Meriem qui va au contact et au combat, mais Batles et Pedretti, le duo des milieux de terrain, est là pour le contrer et le contrarier dans ses essais répétés. Ferreira vers Batles, Laurent Batles, Ferreira, Pedretti. Et Pedretti qu'on retrouve encore, hein, Denis. Le métronome, ce soir. Absolument, absolument. Son rôle, je dirais aujourd'hui, c'est vraiment devant la défense. On a l'impression qu'il évolue dans le rond central et il distille les ballons proprement. Il met son équipe dans le sens du jeu. C'est bien ce qu'il fait à l'heure actuelle. Et puis à noter aussi, c'est important, l'ambiance qu'il règne ici, puisqu'il n'y en a pas du tout. C'est un match à guichet fermé, c'est vrai, mais les Bordelais, le public bordelais a été comme l'équipe complètement sonné par le deuxième but. Et c'est vrai que malgré les encouragements assez timides du COP bordelais, tout le monde attend une réaction sur le terrain pour essayer de se reprendre un petit peu, mais personne n'y croit. Mais c'est le mot, Denis, ils ont été sonnés. Ah, ils ont été sonnés. Absolument, ils ont fait une bonne entame de match et Marseille a su se ressaisir. À un moment, on le répète, où on ne s'y attendait pas, mais ils ont marqué ce premier but et après donc le deuxième qui leur a fait très très mal. En jeu de Louis Ndoula. Bordeaux sonné, Denis et Franck, et puis une autre équipe sonnée, c'est Rennes qui à distance est en train de perdre son duel avec l'Olympique de Marseille, Eric Bénard. Pour l'instant, c'est vrai, 0-0 entre le Paris Saint-Germain et Rennes. Donc Rennes doit marquer absolument pour retrouver cette place européenne. Alors il y a une petite image sympa tout à l'heure. Bruno Blachon est au bord du terrain tout près de Laszlo Bologna, et Laszlo Bologna s'est levé, Bruno, parce qu'il sait que vous avez les résultats de la soirée pour vous demander les résultats, hein, c'est ça? C'est-à-dire que pendant une demi-heure il ne faisait absolument pas attention aux résultats, y compris de ses coachs adjoints qui se renseignaient toutes les 5 minutes. Mais là, au bout d'une demi-heure, il a compris qu'il y avait peut-être un danger ailleurs. Il est venu chercher tous les résultats qui l'intéressaient. Donc maintenant, il est au courant. Il sait que son équipe doit absolument marquer dans l'état actuel des choses. Et les Rennais qui poussent Michel Hidalgo, mais ce n'est pas une domination quand même. Non, c'est un match où on dirait le prix Nobel de la paix. Il n'y a pas de tir au but, il n'y a pas tellement de danger. On a l'impression que si on jouait tous les deux gardiens de but, on n'aurait pas eu non plus à encaisser. Non, ça joue gentiment, c'est bien. Chacun essaie de faire un jeu cohérent, mais en même temps, il n'y a pas beaucoup d'offensives très, très percutantes. Allez, ici, peut-être avec Semak qui s'approche de la ligne des 16 mètres. Peut laisser la frappe de Pedro Paoletta qui est contré. Jeune-Champ va pouvoir dégager son équipe. Non, Semak, encore. Sergueï Semak, on est bien regroupé en défense côté Rennais pour Pancrate qui va essayer de remettre pour Semak, et derrière les Rennais qui peuvent se dégager. Mais devant, il y a juste Alexander Frey, bien isolé au milieu de 4 Parisiens. Merci Eric, on va vous laisser entre apôtres de la paix et filer à Nantes pour Nantes-Metz, Cyril Linette. Toujours 0-0 et l'ouverture du score en direct. Écoutez la Beaujoire. Diallo, arrivé au mercato, marque son 4e but de la saison sur la première occasion nantaise depuis des lustres. Et sur ce centre de David Leray, but de Diallo, et Nantes qui mène 1-0 pour le moment. Pour l'instant, bien sûr, c'est le but du maintien. Et oui, Nantes n'est plus relégable. On regarde le classement du bas de tableau. Cyril Land, 43 points. Ce sont Bastia et Caen avec 42 points qui fileraient avec Istres en Ligue 2.
Effectivement, et du coup la Beaujoire évidemment reprend espoir et reprend ses champs, mais ballon pour les Messins qui ont fait plutôt une bonne première mi-temps dans le jeu. On l'a dit et souligné, l'intervention de Mickaël Landreau qu'on n'avait sans doute jamais vu aussi fermé, aussi concentré qu'avant le match de ce soir tout à l'heure lorsqu'il est sorti pour l'échauffement. Ballon pour Landreau qui va prendre tout son temps et la Beaujoire qui se remettent à chanter, on l'a dit, près de 40 000 supporters, un public peut-être plus supporters que d'habitude. Les appels au peuple se sont multipliés cette semaine dans la presse locale, y compris de la part du maire de Nantes, Jean-Marc Ayrault, qui après avoir été assez critique, c'est vrai, sur la gestion des dirigeants du Football Club de Nantes, a sorti un communiqué pour appeler les Nantais à se mobiliser et à sauver leur club. On voit ici Jean-Luc Rippon, le président, Kléber Bobin, l'ancien président à droite de l'écran. L'heure est pour l'instant au soulagement, mais on le sait, le fil est ténu. Ballon à nouveau pour les Nantais avec Gilles Yapi. Merci Cyril, on va rapidement à Strasbourg, un bon coup franc, Thomas Guichard. Bastia est pour l'heure en position de relégable. Oui, et Bastia a la pression puisque Strasbourg là, a obtenu un coup franc juste à l'entrée de la surface. Vous voyez Pento concentré avec pour le tirer Ulrich Le Pen. Strasbourg qui a repris sa domination là depuis quelques minutes. Évidemment, on s'attarde sur Mamadou Niang, le meilleur buteur du club en l'absence de Michael Pagis, suspendu. Le coup de sifflet de Monsieur Toile, c'est parti et c'est renvoyé par Pascal Chimbonda. Toujours 0-0 donc pour le moment à la Méno, alors qu'il reste un peu moins de 4 minutes à jouer avant la pause. Merci Thomas, on va à Bordeaux. Denis, Franck, la pression monte sur les Bordelais, l'écart se resserre avec les premiers relégables. Oui, et puis l'un des adjoints d'Éric Bédouet, Pierrot Labatte, à l'oreillette, bien sûr, pour surveiller les scores qui évoluent de part et d'autre. Et c'est vrai que les Girondins de Bordeaux vont rentrer peut-être au vestiaire avec ce désavantage, Franck, et ça sera certainement très très difficile. Le discours à la mi-temps sera très important. Le discours et le mental va jouer énormément. Bien sûr, c'est vrai que c'est mal engagé à l'heure actuelle pour les Bordelais. On les sent un petit peu, je dirais pas incapables, mais inhibés à l'heure actuelle. Ils ont du mal à évoluer. Marseille est bien en place aussi, les gêne considérablement. Ben, le discours à la mi-temps, ce sera à mon avis un électrochoc. Il faut vraiment aller au fond de soi-même, puiser dans ses réserves pour justement inverser le cours du jeu. Attention avec ce très très beau geste de Bruno Chéroux vers Steve Marley, récupération de Rio Mavouba. Il en récupère des ballons 1 tonne dans cette première mi-temps avec Lasland qui est accroché par derrière, tacle par derrière sur Lilian Lasland, le buteur girondin pour l'instant du soir. Un but très très important et un carton jaune pour Chéroux, comme Fiorez en a eu un tout à l'heure pour le même geste, c'est-à-dire un tacle par derrière plus maladroit que méchant. C'est un coup franc pour Bordeaux. C'est vrai Denis, je pense que vous avez raison, ce sont deux joueurs à vocation offensive qui viennent d'être avertis. Ils n'ont pas souvent, je dirais, l'habitude de se retrouver dans ce genre de position. Déjà, rien que de jouer, ils n'ont plus la oui, c'est vrai. C'est vrai Denis, mais en plus, bon, il y a un désir d'aller chercher le ballon sur le tacle. C'est plus maladroit effectivement qu'intentionnel. Coup franc de Riera, c'est un coup franc qui peut être important. Maman Philippe Troussier parlait à ses hommes. Riera qui essaye de distiller un bon ballon, c'est récupéré par Rio Mavouba. La frappe avec dans les gants de Jérémy Gavano, une petite hésitation et un ballon capté malgré tout en 2 temps et une relance sur Pedretti. Ouais, une pure merveille cette frappe. Un pied gauche, regardez, demi-volée. La balle part droite comme un i. Ça commence à sentir un peu le roussi pendant ce ralenti. On va regarder la fin de cette belle frappe parce que c'est plus important qu'un carton jaune, mais il existe bien. C'est Lilian Lasland qui a été crocheté Benoît Pedretti et qui récupère aussi un carton jaune brandi par Eric Poula, alors que Riera lui revient dans le rond central. Et premier changement, alors c'est dû à la blessure de Faubert. Qui se plaignait déjà de... Oui, tout à l'heure à l'échauffement, on l'a vu se faire strapper. La tête du Pironnet, ouais. Et c'est donc Francia qui apparaît juste avant la mi-temps. Francia qui va rentrer donc à la place de Faubert pendant que Lasland s'est fait avertir donc par Monsieur Poula. C'est confirmé, une équipe de Bordeaux à la recherche d'un second souffle et qui aurait bien besoin de se faire soutenir un petit peu plus que ça par ses supporters venus en nombre pourtant. Marange, Riera, contrôle un petit peu long mais il s'est vite rattrapé avec sa technique. Riera qui a appelé le soutien de Darcheville, il n'a pas été entendu et faute de faire signaler par Monsieur Poula. Ce sera très certainement l'une des
dernières actions de cette première période pour les Girondins de Bordeaux. Une action qui peut être importante, on l'a dit tout à l'heure, des Girondins qui ont eu l'habitude quelquefois d'encaisser des buts dans le temps additionnel de la première mi-temps ou tout simplement du match. Ça coûte des points en fin de saison. Regardez par exemple le but de Batles en début de saison lors de la première journée. Il coûte tout simplement la peur au ventre pour les Bordelais dans ce match avec Francia. C'est bien rentrant, mais Frédéric Deus s'est élevé au-dessus de tout le monde. Ça retombe sur Jurrietti qui veut redistiller un bon ballon dans la surface de réparation et Fiores dégage avec en plus une faute sur Habib Bey. Monsieur Poula a sifflé. Encore une minute dans ce match. Alors on sentait, Franck, des Bordelais bien sûr crispés, on sentait des Marseillais très décontractés et finalement la décontraction a payé. Oui, pour l'instant le match n'est pas fini, mais c'est vrai, ils ont laissé passer l'orage, on va dire, des premières minutes et puis après, tranquillement, ils se sont installés dans la partie. Ils ont surtout essayé de construire leur jeu. Ils ont été justes, précis dans leurs intentions et à l'heure actuelle ils mènent à la marque et on sent qu'ils perturbent réellement les Bordelais. Les Bordelais ont de plus en plus de mal à l'heure actuelle en cette fin de première période. Inévitablement, je pense que la mi-temps va leur faire du bien. Francia, le tacle dans les pieds de Jurrietti, c'était Marley qui voulait récupérer un ballon dans la profondeur avec un drapeau qui s'était levé pour sanctionner les positions de Marley, de Louis Ndoula, toujours à la limite du hors-jeu. Et là, ils étaient signalés en position de hors-jeu. Il y a un bon travail également des milieux marseillais qui récupèrent pas mal de ballons. Ils sont très compacts et lorsqu'ils l'ont récupéré en fait, eh bien, ils les explosent sur les côtés de façon à permettre le jeu d'évoluer. Ferreira, Meriem et Monsieur Poula a sifflé la fin de la première période. Merci sur ce Denis. score. Marseille mène à Bordeaux 2. Tout de suite le Parc des Princes, Eric Bénard, PSG Rennes. Et on joue la dernière minute de cette première période. Corner pour le Paris Saint-Germain. Les Rennais qui vont devoir, voilà, c'est la mi-temps là aussi, qui vont devoir se montrer plus conquérants en seconde période s'ils veulent arracher l'Europe. 0-0 à la mi-temps, Stéphane. Merci Eric, direction Ajaccio, Philippe Genin, Ajaccio, Sochaux. Et il y a 3 minutes de temps additionnel dans cette première période. Toujours un but partout entre l'AC Ajaccio et Sochaux. Des Ajacciens qui dominent ici avec Wada qui s'est fait subtiliser le ballon par Boudaren. Et voilà Monsieur Layek qui siffle la fin de cette première période avec ce score donc de 1 but partout entre l'AC Ajaccio et le Football Club de Sochaux. Merci Philippe, on récapitulera et nous reverrons ensemble tous les buts marqués.